Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous lire le 10e chapitre du livre d'Elisabeth Kubler-Ross et de David Kessler qui est La leçon du jeu. Un jour, je suis allée voir à l'hôpital Lorraine, une patiente âgée de 79 ans. On venait de lui diagnostiquer un lymphome. Avec ses cheveux blancs bien coiffés, ses bracelets assis sur son lit, elle bavardait avec des membres de sa famille. Malgré le sombre diagnostic, j'ai eu le sentiment de faire intrusion dans une joyeuse réunion de famille. Je me suis présentée et lui ai proposé de revenir à un autre moment lorsqu'elle serait moins occupée. Bien sûr, j'adore les visites, me dit-elle en souriant. En prenant congé, je me suis demandé si elle avait bien pris conscience de la gravité de son état. Mais elle était parfaitement lucide, elle savait qu'elle luttait contre une maladie qui pouvait être mortelle. Lorsque je suis revenue le lendemain, elle avait mis la radio et dansait seule dans sa chambre avec l'enthousiasme d'une gamine de 17 ans. En l'observant, un vieux cliché m'est venu à l'esprit, mais il m'a semblé parfaitement adapté à la situation. Amusons-nous, la vie est si courte. Lorraine se tourna vers moi, alors qu'elle oscillait au son de la musique. Je lui ai souri et dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?»« Je danse le Watusi. »« Et pourquoi ?»« Parce que j'en suis capable. » Elle avait raison, nous jouons parce que nous en avons la possibilité. Pourtant, il nous arrive souvent de refouler ce désir. Lorraine, heureusement pour elle, était capable de s'amuser malgré la grave maladie qui l'affectait. Les mourants savent parfaitement qu'il est essentiel de se distraire. Il suffit de les observer en compagnie de leurs proches pour comprendre que ces moments de loisir et d'amusement sont ceux qui importent le plus au terme de l'existence. Ces patients évoquent souvent les bons moments du passé. Tu te souviens quand nous allions à la plage, ou bien tu te souviens quand nous roulions à bicyclette à travers la campagne, ou encore tu te souviens quand nous emmenions les enfants au parc le dimanche. On pourrait se demander pourquoi le jeu fait l'objet d'une leçon. La réponse à cette question se trouve dans les regrets formulés par les mourants qui disent souvent, en revoyant le film de leur vie, « Ah, si j'avais pu prendre la vie moins au sérieux ». Depuis des années que nous nous occupons de malades en phase terminale, nous n'en avons pas rencontré un seul qui dise qu'il aurait été plus heureux s'il avait travaillé davantage. La plupart d'entre eux considèrent leur réussite professionnelle, sociale ou autre avec fierté. Mais ils ont compris que l'existence ne se réduit pas à cet aspect-là. Ils ont le sentiment d'avoir échoué lorsque leur réussite professionnelle ne s'est pas accompagnée de celle de leur vie personnelle. Ils s'aperçoivent souvent qu'ils ont travaillé dur mais qu'ils n'ont pas vraiment vécu. Comme on dit, on ne peut pas être sérieux tout le temps. Une vie trop sérieuse, c'est une vie déséquilibrée. Nous sommes sur Terre pour nous amuser, pour jouer tout au long de notre existence. Pour les enfants, il ne s'agit pas seulement d'un passe-temps, c'est aussi une énergie vitale qui permet de rester jeune d'esprit, d'introduire de la passion dans son travail. En outre, cela favorise l'épanouissement des relations et nous rajeunit. Jouer, c'est vivre pleinement sa vie. Malheureusement, nous plaçons rarement l'amusement au premier rang de nos préoccupations. S'il est normal d'accorder une place privilégiée à notre vie professionnelle, il faut bien pourvoir à nos besoins et à ceux de notre famille. Il ne faut cependant pas lui donner une importance démesurée. Trop de gens éprouvent le besoin compulsif de réussir à tout prix dans tout ce qu'ils entreprennent. La génération actuelle saurait parfaitement comment faire, mais elle ne sait pas toujours comment être. Si vous êtes provisoirement obligé de mener plusieurs activités de front pour joindre les deux bouts, pour nourrir vos enfants, alors n'hésitez pas à le faire. Mais si vous travaillez nuit et jour uniquement parce que c'est votre conception de la vie, vous finirez tôt ou tard par vous demander si cette existence vaut vraiment la peine d'être vécue. Bon nombre de gens travaillent comme des forçants uniquement pour avoir une meilleure position sociale, sans savoir vraiment pourquoi. Qu'ils sortent le soir, c'est pour étendre le réseau de leurs relations professionnelles et non simplement pour se détendre entre amis. Durant le week-end, ils s'efforcent de rattraper le temps perdu. Et même s'il leur arrive de s'amuser, ils ne peuvent s'empêcher de penser qu'ils perdent leur temps. Pour réussir, nous avons tendance à délaisser nos proches. Nous pensons ainsi pouvoir leur offrir une vie meilleure. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est passer du temps en notre compagnie.
Oui, la réussite professionnelle est importante, mais les loisirs le sont tout autant. L'envie de s'amuser, de se détendre, de se débarrasser du stress et des tensions est innée. Malheureusement, nous avons refoulé ce besoin fondamental. Beaucoup d'entreprises fêtent les anniversaires de leurs employés, souvent par des gâteaux et des lâchers de ballons. Lorsqu'ils pensent que personne ne les observe, les employés jouent avec les ballons, les tirent par leurs ficelles, puis les lâchent pour les regarder monter jusqu'au plafond. Ces travailleurs acharnés sont manifestement en mal de loisirs. Et bon nombre de gens sont exactement dans la même situation, comme des enfants sans ballon. Nous ne savons plus nous distraire. Nous avons même oublié ce qu'est un jeu. L'amusement, c'est faire tout ce qui nous plaît seulement pour le plaisir. Le jeu transcende toutes les barrières, peu importe le sexe, la religion, la race ou l'âge. On peut même jouer avec des animaux et en tirer un grand plaisir. C'est aussi une joie intérieure qui s'extériorise et pas qui s'intériorise. C'est rire, chanter, danser, nager, faire des randonnées, faire la cuisine, courir, jouer ou accomplir toute autre activité qui nous procure du plaisir. L'amusement embellit tous les autres aspects de la vie, des couleurs, de la joie. Il leur donne aussi un sens plus profond. Le travail devient plus enrichissant, nos relations s'améliorent, le jeu nous rajeunit, nous rend plus positifs. C'est l'une des premières choses que les enfants apprennent à faire. C'est quelque chose de naturel et d'instinctif. N'est-il pas triste que la plupart des gens s'amusent si peu? Quand les gens me disent qu'ils ne peuvent se le permettre, je leur réponds qu'une telle chose est inconcevable. Le divertissement favorise l'équilibre et la santé psychique. On travaille mieux si l'on est distrait durant son temps libre. La prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'il est surmené par son travail, demandez-lui ce qu'il aime vraiment faire. S'il vous dit qu'il est cinéphile, demandez-lui quand pour la dernière fois il est allé voir un film. Il y a de grandes chances pour qu'il vous réponde. Il y a 2 mois environ, ne pas faire ce que l'on aime, c'est favoriser le surmenage. L'amusement a également des effets bénéfiques sur l'organisme. De nombreuses études ont montré que le rire et le jeu réduisent le stress et favorisent la libération dans l'organisme de certaines substances. Les endorphines, qui sont chimiquement semblables à la morphine. Ces analgésiques et antidépresseurs naturels expliquent sans doute la raison pour laquelle nous nous sentons mieux après avoir ri et joué. Ils font office de stimulants naturels. Le rire est l'un des meilleurs remèdes qui soit, car plus on rit et plus on a envie de rire. L'humour a sa place en toutes circonstances, même lorsqu'on est confronté à un sujet aussi sérieux que la mort. Un séminaire sur la mort et les mourants destiné aux étudiants en médecine et en psychologie était également ouvert au public. Le professeur, qui n'aurait jamais pensé qu'un mourant puisse venir assister à ses cours, fut très surpris lorsque le cas se présenta. Soucieux que personne ne s'immisce dans la vie privée de cette femme atteinte d'une maladie incurable, il n'évoqua jamais son état devant les étudiants. Plus tard, il lui confia qu'il avait craint par-dessus tout qu'un étudiant ne fasse une plaisanterie sur la mort ou ne prenne d'une manière ou d'une autre ce sujet à la légère. Pour vous, il ne s'agit pas d'un exercice intellectuel, c'est une réalité de tous les jours. La plaisanterie et l'amusement font partie de la vie, répondit-elle. Le rire est l'un des moyens que j'utilise pour essayer de tenir le coup. Si vos étudiants avaient fait des plaisanteries, cela ne m'aurait pas du tout dérangé. Ce qui me choque le plus, c'est quand les gens évitent le sujet, quand ils n'osent pas prononcer les mots mort ou cancer. Je préfère 1000 fois rire de ce sujet parce que c'est beaucoup plus amusant que la peur et beaucoup plus vrai que les faux semblants. Jacob Glass est un auteur et un conférencier spécialiste des questions spirituelles. Un après-midi, je discutais avec ce vieil ami dans son bistrot favori. Il me dit qu'il commençait souvent sa journée dans cet établissement où il prenait plaisir à lire, à siroter son café et à rencontrer ses amis. Il vit non loin de là dans un modeste appartement qui lui suffit amplement. Alors que nous parlions de ses conférences et de ses écrits, je l'ai presque supplié de développer ses activités, en lui expliquant comment il pouvait améliorer son emploi du temps. « Pourquoi faire ?» me demanda-t-il. « Eh bien, tu pourrais donner davantage de conférences chaque semaine, réaliser le rêve américain et partir un jour à la retraite plein aux as. Mais je n'aurai plus le temps d'aller au café, de me détendre et de lire. Si, bien sûr, tu pourras faire tout ce que tu voudras,
Mais j'ai déjà tout ce que je veux, j'ai plein de jours libres, j'ai le temps de vivre ma vie, de me promener, de voir des pièces de théâtre, de déjeuner pendant des heures. Pourquoi perdrais-je mon temps à travailler plus dans l'espoir de profiter un jour de la vie alors que je le fais déjà maintenant? Je ne m'étais pas rendu compte que Jacob avait d'ores et déjà la vie que je lui faisais miroiter. Au lieu de passer un moment de détente dans ce café, je suis tombée dans le piège de la pensée productiviste, en privilégiant le travail par rapport à l'amusement. Le travail et l'amusement ne doivent pas nécessairement être des activités distinctes. Il est bon également de s'amuser en travaillant. Trouver un plaisir dans les tâches quotidiennes nous aide à mieux vivre notre journée et par conséquent notre existence. Malheureusement, il n'est que trop facile de se fixer, trop facile de se fixer des tas d'objectifs, puis d'éprouver une grande frustration lorsqu'on n'arrive pas à les atteindre tous. S'il faut essayer de s'amuser en travaillant, il faut aussi s'efforcer d'oublier le travail pendant ses loisirs. Voici un exemple à ne pas suivre. Que pensez-vous de cela? Le samedi, au lieu de m'enfermer dans mon bureau, je prends mon ordinateur portable et je m'installe dans le jardin où je peux poursuivre mon activité pendant 4 à 5 heures tout en restant avec ma femme. Voilà comment j'arrive à associer travail et amusement. L'épouse de cet homme serait probablement d'avis qu'il ne se détend pas beaucoup. Elle doit sans doute se sentir passablement négligée. C'est vrai, son mari est physiquement présent, mais son esprit et son cœur sont-ils avec elle ou concentrés sur la réunion de lundi au bureau? Cet homme ne s'amuse pas, il travaille simplement dans un environnement différent. L'omniprésence du portable joue aujourd'hui un rôle néfaste dans nos loisirs. Les gens ont l'oreille collée à leur téléphone, au restaurant, en voiture, dans les magasins et parfois même au cinéma. On a appris récemment qu'une femme avait passé des coups de fil pendant son accouchement. Certains parviennent même à transformer des activités de loisirs en travail. Un soir, une femme, après rémission de son cancer, dit à son mari qu'elle était débordée car elle devait préparer le spectacle de fin d'année du lycée local. Au bord de l'épuisement, elle repensa aux promesses qu'elle s'était faites pendant sa maladie. Je pensais que l'organisation de ce spectacle d'amateur serait une aventure très amusante. Mais aujourd'hui, je travaille comme une folle, je dois m'occuper de tout, je ne pense qu'à mes obligations. Durant ma maladie, quand ma vie était en jeu, je m'étais promis de m'amuser le plus possible si je m'en sortais. Mais là, ce n'est plus du plaisir, c'est du boulot. Si mon cancer revient un jour, je ne pourrais pas dire que j'en ai vraiment profité pendant cette rémission. Nous avons oublié à quoi sert le hobby. Celui qui fabrique des meubles pour son plaisir peut se dire un jour « ça pourrait me rapporter ». Aimer le travail que l'on fait, c'est une très bonne chose. Mais le passe-temps est par définition quelque chose auquel on s'adonne pour se distraire, sans but lucratif. Si vous réalisez des meubles pour les vendre, ce n'est plus un hobby, c'est un travail. Sans vous en rendre compte, vous avez transformé une activité que vous aimez en quelque chose d'indéfinissable qui n'a plus l'amusement pour objet. On oublie de s'amuser lorsqu'on prend la vie trop au sérieux. Nous devons nous souvenir du temps où nous nous amusions naturellement avant que l'on nous inculque la notion de productivité. C'était un moment où notre cœur était ouvert et où nous pouvions nous distraire sans nous sentir coupables. Mais l'idée de vivre pour s'amuser est considérée avec suspicion. Dès notre plus jeune âge, on nous dit « la vie c'est sérieux ». Ne souris donc pas comme ça, fais quelque chose, deviens quelqu'un. Nous considérons avec méfiance celui qui passe son temps à faire du surf en nous disant qu'il ferait mieux de construire sa vie. Évidemment, quelle horrible existence Évidemment, quelle horrible existence doit être réduire ses besoins au minimum afin de faire tous les jours ce que l'on aime. On pense qu'un surfeur est un demeuré parce qu'il arrive s'amuser en permanence. Alors, attendez, excusez-moi, je vais reprendre la phrase. On pense qu'un surfeur est un demeuré parce qu'il affirme s'amuser en permanence. Or, la vraie question est pourquoi tant de gens s'ennuient-ils en permanence? Tout le monde connaît ce proverbe, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Ah oui, ça je me souviens de cette phrase. L'oisiveté est la mère de tous les vices, on l'avait vu lorsque j'avais passé l'équivalent du bac, j'avais repris mes études universitaires. Enfin, avant de reprendre mes études universitaires plutôt, on avait eu ça en fait en philo. L'oisiveté
est la mère de tous les vices. Ou plutôt, c'était peut-être l'oisiveté est-elle la mère de tous les vices. Je ne me souviens plus exactement, mais cette phrase, elle m'avait marquée. Tout le monde connaît ce proverbe, l'oisiveté est la mère de tous les vices, et sait que le travail passe avant le plaisir. Obsédés par la réussite sociale, nous ne savons plus comment en profiter. La vie nous semble difficile, nous essayons sans cesse de progresser et d'arranger les choses, au point que nous ne trouvons plus de temps de nous amuser. Si parfois il nous arrive de nous adonner à quelques loisirs, nous en éprouvons aussitôt un sentiment de culpabilité. Car fondamentalement, nous les considérons comme une perte de temps. C'est sans doute la raison pour laquelle tant de gens qui ont réussi se cachent pour s'amuser, et c'est aussi pourquoi ce désir si naturel se traduit chez certains par des activités malsaines. Nous avons évoqué plus haut ces employés frustrés qui jouent en cachette avec des ballons. Si l'on réprime trop longtemps ce besoin, il finit par s'exprimer à travers des comportements pathologiques, sexualité débridée, toxicomanie, boulimie ou achat compulsif. On pense que l'on ne mérite pas de s'amuser ou d'être heureux, alors on sabote son existence. Il faut réapprendre les mauvais comportements, en d'autres termes, réapprendre à s'amuser. Lequel d'entre nous n'a pas entendu cette phrase durant son enfance ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? En réponse, nous devions dresser la liste de toutes nos activités pour prouver que nous n'avions pas perdu notre temps. Aujourd'hui encore, nous préférons de loin énumérer les tâches accomplies plutôt que d'avouer que nous avons fait quelque chose uniquement pour le plaisir. Ronnie Kay, qui a survécu à 2 cancers du sein, raconte dans ses conférences comment elle a dû se forcer pour admettre qu'elle aimait parfois passer des heures à ne rien faire. J'ai dû apprendre à dire sans honte que j'avais écouté la 6e symphonie de Beethoven pendant tout un après-midi uniquement parce que cela me procurait une joie immense. J'ai des amis qui comprennent l'importance du plaisir et qui me félicitent quand je leur raconte une anecdote semblable. Il fut un temps où j'éprouvais de la gêne lorsque je n'avais pas 1000 choses à faire en même temps. Aujourd'hui, je réalise à quel point la musique est importante pour moi. Quel que soit votre âge ou votre position sociale, vous pourrez toujours retrouver le sens du plaisir parce qu'il est inné. Les enfants savent parfaitement s'amuser. À l'école, les cours sont toujours entrecoupés de récréation parce qu'on sait depuis longtemps que le travail scolaire doit impérativement être équilibré par des moments de détente. Il est de même pour les adultes. Pourquoi n'aurions-nous pas, nous aussi, nos cours de récréation ? Apprenez pour commencer à profiter de votre temps libre. Si vous avez un tempérament de premier de la classe, il vous faudra sans doute programmer soigneusement ce temps et même parfois vous forcer à vous divertir. Il y a toujours des tâches en retard, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'amuser. Si vous ne vous accordez pas un peu de distraction, vous finirez par ne plus rien avoir à donner aux autres et par ressentir amèrement tout ce temps consacré à votre patron. Vous pourriez même en vouloir à votre famille pour les mêmes raisons. Amusez-vous maintenant ou bien vous le paierez très cher plus tard. Sachez que l'amusement est beaucoup plus qu'un moment de détente passager. C'est du temps réellement consacré au plaisir. Il faut s'échapper de son emploi du sérieux de la vie. Il y a 1001 manières de retrouver le sens du divertissement. Au lieu de vous jeter sur les cours de la bourse le matin au réveil, lisez la page des bandes dessinées, regardez un film idiot, achetez une tenue rigolote ou une cravate bariolée. Si vous êtes du genre conventionnel au bureau ou dans la vie, portez des sous-vêtements fantaisie. Ne refusez plus les invitations, soyez spontanés, faites des bêtises. On peut s'amuser de tout, mais faites attention, toute activité de loisir peut facilement devenir productive. Si vous vous promenez parce que vous aimez vraiment cela, c'est de l'amusement. Mais si vous marchez tous les jours parce que cela fait partie du programme d'exercice quotidien que vous vous êtes imposé, ce n'est plus du tout une distraction. Le sport et le jeu sont de merveilleux délassements, quelle que soit leur nature, football, bridge, etc. Ils font renaître l'enfant qui est en nous et nous aident à construire notre identité, à évacuer le stress et à nouer des contacts avec les autres. Beaucoup de gens aiment inviter des amis pour une partie de Monopoly, de Trivial Pursuit ou de Scrabble. Certains sont très surpris de constater qu'ils éprouvent un immense plaisir à jouer et en gardent un souvenir merveilleux. L'esprit de compétition est souvent un élément essentiel. Il peut être un merveilleux élément de motivation. Ce n'est que lorsque l'on prend ce sport
ou ce jeu trop au sérieux que l'on perd la capacité de s'amuser. Avez-vous déjà fait une partie d'échecs avec un fanatique de ce jeu? Ce n'est pas drôle du tout. Il en est de même pour la vie lorsque nous la prenons trop au sérieux. Un jour, ma filleule, alors âgée de 4 ans, m'a donné une merveilleuse leçon. Ce jour-là, la petite Emma jouait à un jeu appelé Candyland avec son amie Jenny. À un moment donné, Jenny fut sur le point de gagner. Emma se leva d'un bond en proie à une vive excitation et s'écria « Oh Jenny, j'espère que tu vas gagner !» Emma ne comprenait pas le concept de compétition pour elle. L'amusement était entièrement dans l'expérience du jeu. Elle n'avait pas encore réalisé qu'il fallait qu'elle perde pour que son amie gagne. Jouer suffisait amplement à son bonheur. Nous pourrions tous tirer un grand enseignement de son innocence. Nous pourrions tous tirer un grand enseignement de son innocence. Les festivités sont bien sûr une bonne occasion de s'amuser. Profitez-en sans retenue. Les événements pénibles nous prennent déjà trop de temps. Essayons d'en consacrer autant, sinon plus, aux événements joyeux. Fêtez l'arrivée d'un ami, jouissez pleinement d'un bon repas, amusez-vous dès le début du week-end, célébrez la vie, faites-vous beau ou belle sans raison aucune, sortez votre belle vaisselle de porcelaine pour vous-même et votre famille. On n'hésite pas à préparer un délicieux repas pour des inconnus, alors qu'on se contente souvent pour soi d'une boîte de thon et d'un peu de pain. C'est vrai ça en plus. Les enterrements constituent à cet égard un exemple particulièrement intéressant. C'est l'occasion de se mettre sur son 31 et de se réunir au domicile de la famille en deuil. On a sorti la vaisselle de porcelaine qu'on n'utilise pratiquement jamais et tout le monde s'empiffre. Le défunt était-il aussi bien traité de son vivant? Enfin, il faut trouver le temps de s'occuper de soi-même. S'il est indispensable de passer des instants agréables avec ses proches, on a également besoin de passer des bons moments seuls. D'avoir du temps uniquement pour soi. Il ne s'agit pas des périodes où l'on est seul du fait des circonstances, famille ou vacances, etc., mais du temps que l'on consacre à sa propre personne, à son propre bonheur. En ces occasions, vous êtes libre de choisir comme bon vous semble le film de votre soirée, les plats de votre repas ou vos sorties. Bref, ce sont quelques heures où vous ne faites que ce que vous voulez, quand vous le voulez et comme vous le souhaitez. Joe, un homme d'affaires accompli, me parle de l'évolution de sa tumeur. J'avais une grosse tumeur au cou, elle se développait rapidement, je suis allée voir un cancérologue et il a immédiatement décidé de procéder à son ablation. Puis j'ai commencé la chimiothérapie, j'étais un travailleur acharné, je suis devenue un malade acharné. Examens médicaux, achat des médicaments, visite au médecin, je n'aurais jamais cru qu'une maladie nécessiterait autant de démarches. Lors d'une de mes dernières séances de chimiothérapie, j'ai pensé à mon job, à mon engagement extrême dans mes affaires. Avec mon cancer, c'est ma vie que j'ai remise en question. C'était uniquement un problème de survie et Dieu merci, je m'en suis sortie. Alors je me suis demandé, je m'en suis tirée, mais pourquoi faire? Encore plus d'affaires, encore plus d'efficacité. J'ai réalisé à quel point mon existence était triste et vide. Je n'étais entourée que de bourreaux de travail. À dire vrai, je n'étais qu'une brique parmi d'autres dans un mur. J'ai alors pris la décision de ne pas continuer comme cela, de reconstruire ma vie, de voir mes amis, de m'amuser à nouveau, de me promener dans un parc, d'aller à des concerts, de regarder les gens dans la rue, de parler de temps en temps avec des inconnus, au lieu d'éconduire tout le monde. J'étais passée à côté de tellement de choses dans la vie, il était temps d'en profiter. Enfant, nous avions l'impression que tout était magique si nous pouvions retrouver ne serait-ce qu'une parcelle de cet univers et nous amuser un peu plus, nous redécouvririons un peu de notre innocence perdue. On ne peut rien contre le vieillissement du corps. Mais en s'amusant, on peut rester jeune de cœur. Waouh, j'en ai des frissons. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où nous aborderons le 11e chapitre qui est la leçon de la patience. Ça va m'intéresser. Merci et prenez soin de vous.